Je viens d'appuyer sur le bouton enregistrer, donc ça enregistre. Et ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi Agricool, qu'est-ce que vous faites et d'où est venue cette idée? Alors ouais, complètement. Donc je m'appelle William, chez Agricool. Chez Agricool, rapidement, je suis CTO, je m'occupe de 4 départements. Je m'occupe de la tech et du produit chez Agricool. Ça englobe l'agronomie, comment avoir la meilleure recette de fraises possible, on y reviendra. L'ingénierie, comment avoir l'outil de production pour mettre en œuvre cette recette. La partie software, pour justement faire le trait d'union entre ces deux domaines. Et aujourd'hui, le pôle manufacturing, l'industrialisation, puisqu'en fait maintenant il faut passer à l'échelle, entre guillemets, et scaler. Donc je m'occupe de ça chez Agricool, ça représente 45 personnes aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup axé justement sur la tech et le produit. Historiquement parlant, moi j'étais pas du tout dans l'agronomie, j'étais dans l'ingénierie et l'architecture. J'ai travaillé dans des boîtes, on va dire classiques, au tout début de ma carrière. J'ai monté une première boîte avec un associé d'école, donc j'étais vraiment un peu dans cette même situation. J'étais très intéressé par l'entrepreneuriat. J'en ai fait mon projet de fin d'études. Et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier finalement. Ça a été une facilité de se lancer juste après. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et donc j'ai créé une première entreprise qui était un peu le Ikea du bricolage. Pour faire très simple, on faisait des packages intégrés pour les particuliers qui voulaient refaire leur salon sans connaissance. On leur livrait tout en un des produits français, qui est plutôt rare dans le monde du bâtiment, pour qu'ils puissent se bricoler par eux-mêmes. On a fait ça pendant 2 ans. J'ai revendu la techno de cette société. Et en fait, c'est là où j'ai rencontré à The Family, parce que j'étais à The Family à l'époque, Guillaume et Gonzague, les deux fils d'agriculteurs qui m'ont parlé justement de ce projet agricole, qui avait pour vocation pour mission de produire des fruits et légumes au cœur de la ville, puisqu'en fait on s'était rendu compte d'un problème, c'est aujourd'hui la perte de qualité de nos fruits et légumes, elle est due à quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde a la chance d'avoir un jardin ou d'avoir, je sais pas, des grands-parents à la campagne ou de vivre à la campagne ou peu importe. Mais quand on déguste un fruit de notre potager ou un légume, on s'aperçoit que il est généralement meilleur que ce qu'on peut avoir dans les grandes surfaces. Et en fait, c'est simplement parce que vous êtes ultra local. Quand vous avez un potager dans votre jardin, vous n'avez pas de transport. Et en fait, on s'est rendu compte que le transport était responsable de cette perte de goût et de nutritive aussi. Hein, on y reviendra, gustatif et nutritif. Puisqu'en fait, aujourd'hui, une fraise fait 1500 km en moyenne pour arriver jusqu'à votre assiette, ce qui est complètement énorme. Et du coup, en fait, les fruits et légumes sont développés non plus pour être consommés, mais pour être transportés. Donc, c'était un peu le premier constat. Et finalement, le deuxième constat, c'est en étant dans un environnement urbain, on avait de grosses difficultés à pouvoir produire localement en grande quantité une solution pérenne. Puisqu'en fait, à la campagne, on a de la place. Avoir un champ de 4000 m², c'est pas trop compliqué. Sur Paris, ça devient plus vite une limite. Et en même temps, il faut pouvoir maîtriser l'environnement, puisque produire à côté de la ville, c'est de la pollution, c'est des sols parfois non fertiles, enfin voilà, des friches. Et donc, en fait, de fil en aiguille, on s'est intéressé à trouver le moyen de produire de manière complètement autonome et indépendamment de l'environnement. Et on s'est intéressé finalement à cet environnement de containers, en se disant, si on est capable de produire dans un système isolé, on sera capable de réintégrer de la localité de production et du coup du goût et de la qualité. Donc voilà, c'est vraiment parti de ce postulat de base. Et à l'automne 2015, on a lancé le premier prototype pour montrer que c'était possible dans le parc de Bercy. Et ce premier prototype produisait quelques fraises, peut-être une fraise par jour, mais en tout cas, on a montré que c'était possible. Et là, depuis les 4 dernières années, on a vraiment développé le système pour enfin ne pas avoir une fraise par jour, mais plutôt avoir 150 barquettes de fraises par jour, en gardant cette même qualité, cette même excellence, pour pouvoir fournir des fruits et légumes plus sains, meilleurs pour les citadins. Voilà, en quelques mots. Alors, j'ai plein de questions à te poser sur les fraises, les plants, comment ça pousse, etc. Mais avant ça, moi, je suis super curieux de savoir, ça fait quoi un CTO dans une startup qui produit des fraises?
C'est quoi ton rôle de CTO? C'est quoi la tech que vous avez? C'est quoi votre stack? Est-ce qu'il y a beaucoup d'informatique? Pas beaucoup? C'est ma première question. Bien sûr. Alors, la tech chez Agricool est un peu particulière parce que c'est très large. Je pense que c'est un peu une boîte atypique de ce point de vue-là. Très large, puisqu'en fait, on cherche à maîtriser la chaîne de valeur complète, déjà d'un point de vue business, c'est-à-dire qu'on cherche à maîtriser l'outil de production, à maîtriser le produit qu'on en sort, à maîtriser notre distribution et à maîtriser notre marque, puisque le but d'Agricool, c'est de créer une marque de fruits et légumes qui soit en fait référent dans le domaine et qui soit finalement un label, une marque label, pour en fait être garant de qualité et de gage de qualité nutritive également. Donc la tech, elle est aussi très large en termes de chaîne de valeur, parce qu'en fait, on a dû développer des technologies, puisque day one, on se dit, bon, bah, on est 4, on ne va pas réinventer la roue, on va simplement se servir de technologies existantes pour pouvoir mener à bien notre projet, notre mission. Je vais prendre 2-3 exemples, ça vous parlera complètement beaucoup plus, je pense. Par exemple, la LED. Quand vous cultivez en indoor, donc ce qu'on s'appelle de l'indoor farming, en environnement contrôlé, vous avez besoin de recréer en fait une lumière spécifique pour cultiver la fraise. Et nous, on s'est dit, bon, bah, on va récupérer les LED sur le marché, Philips, Valoia, les grands majors, on ne va pas réinventer la roue, on va utiliser ce qui existe. Et en fait, on a découvert au fur et à mesure que c'était complètement inadapté. C'était inadapté pour plusieurs raisons. Un, ça surconsommait énormément d'énergie, c'est-à-dire qu'on cramait énormément d'énergie pour produire quelques fraises seulement. Deux, le spectre lumineux, donc la couleur, en fait, était complètement inadapté pour le fraisier. Trois, le système de refroidissement qui était à l'époque un peu qui sortait un petit peu de l'ordinaire déjà, mais qui était uniquement par air. Donc en fait, quand on cherche à maîtriser un climat de manière parfaite, c'est très compliqué. Hein. C'est comme si on met un radiateur dans un frigo. Bon, bah, ça ne fait pas bon ménage. Donc il y avait des contraintes techniques et on s'est dit, bon, bah, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de se dire qu'on va trouver la solution idéale. Créons-la nous et on va pouvoir proposer une alternative. Et sauf que pour créer une LED, bah, il faut de l'ingénierie, il faut du software pour dimmer le spectre, c'est-à-dire pour gérer les multicanals de la LED. Il va falloir aussi forcément tous les algorithmes de régulation, nos asservissements. Et donc très vite, en fait, on se rend compte que si on veut aller dans le détail et créer un produit fonctionnel, on va devoir attaquer plusieurs pans de la technologie. Donc ça soit d'un point de vue software. Donc aujourd'hui, l'équipe software est constituée à peu près de 10 personnes. On a des gens qui travaillent beaucoup sur l'architecture et le back-office. Puisqu'en fait, comme la ferme est entièrement automatisée, on y reviendra peut-être dans le détail, mais est complètement pilotée à distance et automatisée, le but du jeu, c'est que n'importe qui peut exploiter cette ferme. C'était la volonté initiale. Et on a vraiment poussé ce système à l'extrême pour que la ferme soit autonome, elle est capable de prendre des décisions par elle-même. C'est-à-dire qu'à 3 heures du mat, si vous dormez et qu'il y a un problème, la ferme est capable de s'autogérer. Il y a une coupure électrique générale de quartier, elle est capable de s'adapter. Il y a quelqu'un qui débranche quelque chose, il y a de l'acide qui tombe quelque part, voilà. Elle est capable de prendre des décisions. Et donc forcément, il a fallu développer beaucoup de régulation. Il a fallu développer du hardware, parce qu'en fait, faire une LED, c'est un PCB, c'est un profilé aluminium, c'est une extrusion. Et il a fallu de l'agronomie, puisqu'en fait, c'est quelle LED on met pour avoir le spectre lumineux le plus pertinent. Et donc, en fait, on se rend compte que très vite, tout est corrélé, et surtout est très large en thématiques techniques. Donc, il a fallu trouver des experts dans tous les domaines. Je dis souvent que en fait, j'ai embauché des gens meilleurs que moi partout. C'est le but. Pour justement être expert d'un domaine particulier. Ça va de la physiologie végétale à de l'IoT, à du back-office, à de l'architecture. On a des gens qui font du Go, du bas de niveau. Il y a vraiment le gros panel de technologies développées. Et on travaille sur du vivant, qui est un peu aussi la dernière particularité d'Agricool, c'est qu'on s'adapte au plan. C'est qu'on nous dit souvent, mais en fait, est-ce que c'est pas forcer la nature? En fait, c'est presque le contraire, c'est de se dire comment on s'adapte à la nature, parce qu'en réalité, on ne force rien à la plante. Si la plante, elle n'a pas envie de pousser ou qu'elle ne se plaît pas, je peux vous dire qu'avec la fraise, elle vous le fait ressentir immédiatement et ça ne sert à rien de continuer, parce que les fraises sont juste dégueulasses. Donc, au contraire, il faut être parfaitement agile et s'adapter au végétal. Et donc là, plus récemment, par exemple, la continuité de ça, c'est de développer de la vidéoreconnaissance, s'adapter en fait à la colorimétrie du feuillage, par exemple, s'adapter à l'évapotranspiration, c'est-à-dire comment le plant en fait transpire et donc en fait l'activité photosynthétique est-elle efficace, ce genre de choses. Donc voilà, ça a été vraiment de faire ces étapes-là de design. J'ai pris l'exemple de la laine, mais on pourrait parler du système climatique ou alors du cerveau. Peut-être que ça vous intéressera davantage, même encore. Le cerveau, donc le poste de pilotage de la ferme, si je caricature.
Au début, on s'est dit, bon, on va partir sur un automate industriel classique, ça a fait ses preuves dans l'industrie, etc. Puisque la particularité, encore une fois, c'est qu'on pilote des équipements industriels, c'est-à-dire qu'on va piloter un système climatique, on va piloter des ventiloconvecteurs. Donc, on ne peut pas, comment dire, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un iPhone, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à interfacer des microprocesseurs, des composants microélectroniques. On doit quand même piloter certains protocoles industriels, pas obsolètes, mais assez anciens. Il y a du Modbus, il y a du 420MA, enfin, il y a des protocoles industriels qui ont fait leurs preuves et qui sont efficaces. De toute façon, c'est un standard de l'industrie. Donc on s'est dit on va aller vers un automate et puis on s'est rendu compte que bon, un automate en fait Siemens ça coûte 50 000 euros, c'est piloté sous Windows 95. Bon, ok, ça va pas le faire parce que nous on veut contrôler la ferme avec notre téléphone et on veut en fait un système beaucoup plus ouvert. Et donc au lieu de dépenser 50 000 euros dans un automate Siemens, on a dépensé 5 000 euros dans une solution maison qui a plusieurs aspects, puisqu'en fait la valeur d'Agricool c'est le savoir-faire, donc il faut absolument protéger nos données. La recette qui est envoyée est complètement en fait, protégée avec plusieurs systèmes, on pourrait y revenir si vous voulez. Et en même temps garantir une autonomie du container. C'est-à-dire que si on débranche la prise électrique, qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelqu'un qui nous coupe l'accès à Internet, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Essayer d'anticiper au maximum, puisqu'on est aussi dans l'exploitation. Et chaque minute de non-exploitation, c'est de la perte financière. Très clair. Donc, ouais, ça fait un job qui est très, très large et très varié. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà arrivé à une maturité technologique, 4 ans plus tard, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour continuer à développer les interfaces, les logiciels, le hardware, etc. Oui, il y a beaucoup de travail encore à faire. En fait, je pense qu'il y en aura toujours. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous le disais au début, on travaille avec du vivant, mais surtout, en fait, on ne veut pas du tout s'arrêter à la fraise. Aujourd'hui, on a déjà développé une dizaine de produits supplémentaires, et le but du jeu, c'est d'aller chercher la tomate, l'aubergine, le poivron. Donc, en fait, chaque année, ça sera des années en fait, d'ajout de features. Et le but du jeu, en fait, c'est qu'on s'est construit au fur et à mesure aussi. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que souvent, quand on crée un projet, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. C'est des gens qui partent avec une idée en tête et ils découvrent que pour réaliser leur idée, ils ont besoin d'un outil qui n'existe pas et finissent par faire l'outil plutôt que leur boîte. Il y a plein d'exemples comme ça. Je crois Slack, d'ailleurs, c'en est un. Et alors, nous, en fait, on s'est rendu compte que, voilà, en fait, quand tu designes une techno, quand tu es en train de développer quelque chose qui est un peu innovant, qui est en train de créer une industrie, véritablement, les outils existants ne sont pas toujours adéquats. Et ça va vous paraître fou, mais aujourd'hui en agronomie, on a collecté plus de 100 milliards de points de données. Donc 100 milliards de points de données, si on ne les organise pas, on ne peut pas les interpréter. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de prises de mesures manuelles. Il y a eu des centaines de milliers forcément de prises de mesures capteurs automatisées, mais à collecter, à archiver, à classer, il a fallu en fait s'y intéresser. Il a fallu comprendre cette donnée, comment l'interpréter, comment la classifier, la collecter, la stocker, enfin tout ça. Par exemple, ça c'est un outil qu'on a dû développer chez nous. Comment en fait nos opérateurs dans les zones de test en fait peuvent prendre des mesures de manière simple et intuitive. Parce qu'au début on faisait ça sur un papier et un crayon, mais en fait quand vous êtes 50 dans la zone, quand vous avez 50 paramètres, 50 statistiques, 50 configurations, ça devient toujours plus compliqué. Pareil, dans une autre fonction support d'Agricool, c'est la fonction supply chain, le support. Je te disais, on est obligé de développer toutes les technologies, on est obligé d'alimenter, faire des opérations, de la tech, de la construction, du prototypage. On a tout un atelier, on a plus de 1500 m² à La Courneuve. On a à peu près 2000 m² de zone de test en agronomie et à peu près 1200 m² d'atelier en ingénierie. Et on est capable en fait de tout faire. On a de l'impression 3D, on a des découpes CNC, on a des tours, on peut usiner quelques pièces. Donc il y a une grosse logistique derrière d'approvisionnement de ce dont ont besoin toutes les équipes. Ça, une appli de gestion de stock, un ERP, ça met 6 mois à s'installer, il faut payer 50 000 euros, il faut partir sur Microsoft. Enfin bref, il y a des solutions qui existent encore une fois, mais inadaptées pour le début. Et donc du coup, on a dû développer une petite appli, une gestion de code barre, une gestion de panier en fait dans la boîte. Chaque équipe, tous les soirs, font leur demande de panier pour le lendemain. Et en fait, tous les matins, on a une équipe de supply qui vient approvisionner toutes les équipes sur ce qu'ils ont besoin à la journée. Ça, c'est un exemple. On a dû développer d'autres outils sur les opérations, par exemple, pour collecter
avoir un back-office en fait, hein, donc en fait collecter les informations de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, combien on a récolté de fraises, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il y a un gros pôle de services qui se développe beaucoup. Je pense que dans les prochaines années, on va beaucoup recruter là-dedans, puisque aujourd'hui ils sont 3, on va dire, à travailler vraiment un peu full-time dessus. Mais je pense que ça va grossir de plus en plus, qu'on est obligé de créer des outils, on se rend compte que voilà, il y a beaucoup de choses qui manquent. Alors, tu parles de croissance. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres? Aujourd'hui, vous avez combien de containers qui sont en circulation? Je sais que vous avez fait une levée de fonds il y a pas très longtemps. Vous êtes combien en tout? C'est quoi vos perspectives de croissance, etc. Ouais, bien sûr. Alors tu parlais de maturité, j'ai pas vraiment répondu à la question, je me rends compte. Maturité technologique, aujourd'hui on est arrivé à une maturité technologique. Je fais juste la mini parenthèse parce que je Ouais. pense que j'ai pas répondu à ta question. Pas complètement. On est arrivé à une maturité qui aujourd'hui est satisfaisante pour nous, pour pouvoir se dire, OK, on déploie et on prouve la profitabilité du modèle. C'est tout l'objectif de l'année 2020, j'y reviendrai en détail. Mais en fait, dès le début, on s'est dit, est-ce que c'est faisable déjà? Et quand on a prouvé que c'était faisable, est-ce qu'on a essayé de prouver que est-ce qu'on peut le scaler? C'est-à-dire que les détracteurs d'Agricool, ils sont plusieurs sources, divers. Les premiers détracteurs, c'est de toute façon, vous n'aurez jamais de goût. Ensuite, quand ils ont goûté, quand ils ont vu qu'on avait du goût, c'est ah, mais vous n'aurez jamais de valeur nutritive. Et après, on leur a montré des analyses de labo indépendants. Si, en fait, on a 4 fois plus d'oligo-éléments, on a 2 fois plus de vitamine C que les fraises classiques. Ensuite, ils nous ont dit, vous n'aurez pas de rendement. Si, on a du rendement. OK, mais vous n'arriverez pas à scaler. Si, on a scalé. Et en fait, c'est des étapes comme ça qu'on a eues tout au long de la maturité de la techno. Et là, on va dire, depuis une grosse année, ça a été vraiment du refine et de la stabilisation technologique. Donc, je pense que depuis un an, on n'a pas disrupté une techno, on a plutôt affiné et pris le temps d'affiner parce qu'en fait, on a commencé à s'industrialiser. Donc, quand vous allez voir un partenaire industriel, vous ne lui dites pas bon, voilà, ça marche plus ou moins, faut le construire comme ça, mais voyez où est-ce que ça passe. Non, ça ne marche pas. Il faut avoir une baume, il faut avoir une nomenclature très claire, il faut avoir des gammes de montage, il faut avoir des plans, il faut avoir des rendus 3D. Il faut aller dans la précision et voilà, c'est vraiment cette finesse. Donc aujourd'hui, la technologie est mature à notre stade pour prouver la profitabilité du modèle. Et bien sûr qu'elle n'est pas mature d'un point de vue long terme, puisqu'en fait, on a plein de choses à améliorer. On a envie encore de s'améliorer sur plein de choses. On parlait d'un début d'intelligence artificielle, je name dropping, mais c'est surtout en fait du machine learning aujourd'hui à notre niveau, c'est-à-dire qu'un apprentissage profond de la ferme en elle-même sur ce qu'elle est capable de faire et de ce qu'elle est capable de reconnaître. Donc il y a énormément de travail à faire sur ce sujet. Et voilà, d'un point de vue maturité, aujourd'hui, c'est ça, où on en est. Et donc sur la croissance, ça a été assez rapide. On a levé un peu plus de 30 millions d'euros en 4 ans. On a fait une première levée en seed en décembre 2015, grosso modo. On a levé 500 000 avec le Kima et un peu les classiques The Family. Ensuite, on a fait une levée de 3,5 millions avec Daphne. Ensuite, on a fait une levée de 12 millions avec Xange, Daphne et les investisseurs ont remis au pot. Et là, plus récemment, on a fait une levée de 25 millions, grosso modo, avec BPI et Danone Venture, qui sont en fait des partenaires industriels. Donc c'est là où on a commencé à prendre une dimension beaucoup plus, pas rationnelle, mais beaucoup plus prise de recul, maturité technologique. Et donc en fait, on a grandi assez vite. On consomme beaucoup de cash parce qu'on a besoin de financer énormément de choses. On a financé un labo, on a dû construire nos installations en même temps que l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Agricool, votre ordinateur ne suffit pas à faire une boîte. C'est ça le problème. Et en même temps, la beauté de ce projet, c'est que il faut développer un labo, il faut développer un atelier, faut former des équipes, faut créer des outils, il faut avoir un labo sur place, il faut avoir une salle de labo, il faut avoir une CNC, il faut avoir. Donc il faut de l'équipement, il faut de l'intelligence, il faut recruter les bonnes personnes. Je pense que ma plus grande fierté, on me pose la question, j'anticipe, mais la plus grande fierté, c'est l'équipe. C'est le fait d'avoir recruté des gens brillants. On s'est planté, hein, il y a eu plein d'erreurs de recrutement, c'est toujours compliqué, etc. Mais overall, aujourd'hui, on a une équipe vraiment brillante. Ça a mis du temps à se construire. Je pense que la première année, on a doublé d'effectifs tous les 3 mois. On a eu un 4, 6, 8, on était peut-être une quinzaine, vingtaine à la fin de l'année. L'année suivante, on a redoublé. L'année suivante, on a redoublé. Et là, on est à peu près 90, grosso modo. Il y a à peu près 50 personnes en tech.
une vingtaine de personnes en ops, en opération, et une dizaine de personnes en marketing. Et voilà, ça a été vraiment de construire cette équipe en même temps de construire le projet, qui est une grosse difficulté. Mais voilà, ça s'est fait un peu de manière très itérative. Et donc, pour les prochaines années, où est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez continuer à doubler le nombre de collaborateurs? C'est quoi les perspectives? Alors, je sais que je ne vais pas te demander pendant 5 ans, mais déjà pour l'année Ouais. prochaine. Donc déjà, donc là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de la première année, donc en 2016, à partir de juillet 2016, on a construit nos ateliers. Donc en fait, on construisait un container, parce qu'à la base, on est démarré d'un container. On construisait un nouveau container tous les 2 mois. Donc c'est une grosse prouesse de design, puisqu'en fait, on designait un container au moment où on terminait, on mettait le point final au cahier des charges, on le construisait, on faisait la version suivante. Et donc, on a construit comme ça toutes les itérations en interne. C'est là où on a vraiment appris finalement à construire nous-mêmes et à se rendre compte des difficultés. Donc aujourd'hui, actuellement, on a une dizaine de containers qui tournent et qui produisent tous les jours, et on vend tous les jours aujourd'hui à Monoprix, à la grande épicerie, nos fraises principalement, mais on a démarré les herbes aromatiques, les leafy greens, ce genre de choses. On a mis un container à Dubaï également, ça c'était en juin 2018. Tout simplement parce qu'en fait, on a trouvé un super projet sur place et on voulait vraiment montrer que la technologie était fiable et pouvait fonctionner complètement en remote. Donc à Dubaï, aujourd'hui, ils tournent en permanence. Il y a une personne sur place qui est là pour récolter. Mais en gros, il n'y a pas d'équipe sur place qui est là pour faire la maintenance. Tout est piloté à distance. Okay. Donc voilà, ça c'était pour l'historique. Et donc là, le but du jeu, c'est de se déployer. Aujourd'hui, on parle plus de containers individuels. Ça a été un shift qu'on a fait en 2018, ça. Parce que jusqu'à présent, donc on prenait des containers maritimes recyclés et on y intégrait nos technologies à l'intérieur. Donc on crée une zone de culture, un SaaS pour rentrer avec toutes les technos dedans. Et aujourd'hui, en fait, on a un modèle, ce qu'on appelle des fermes agricoles. Et en fait, ce modèle de ferme, il faut imaginer un modèle modulaire. C'est des briques de Lego. Vous avez 10 containers dans une ferme. Dans ces 10 containers, vous avez 8 zones de production. Donc en fait, c'est des containers où en fait, il n'y a que des plants dedans, des plants de fraisiers, de la culture. Vous avez un container qui est un peu la colonne vertébrale de la ferme, qui est en fait le container de circulation. On fait simple, il y a une colonne vertébrale et 4 containers de production de chaque côté. Et vous avez un container qu'on appelle technique, qui est en fait le cerveau et le cœur de la ferme, qui vient approvisionner l'ensemble des zones de production en électricité, en eau, en commande, en pilotage. Donc cette ferme-là, constituée de 10 containers, aujourd'hui elle a commencé à être déployée à La Courneuve. On a un site en fait, et le but de... Ah, la réunion a été mise à niveau... Ouais, c'est bon. Le but en fait de cette ferme déployée, maintenant l'année prochaine, c'est de montrer que ce modèle est profitable. Donc c'est-à-dire que l'exploitation de cette ferme génère de l'argent, et en fait les gens qui y travaillent sont rémunérés, et on arrive à générer un excédent en fait, d'investissement pour avoir un payback de moins de 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en achetant cette ferme-là, aujourd'hui, vous êtes rentable en moins de 5 ans. Ce qui est dans le monde de l'agronomie une prouesse, parce qu'une serre, c'est plutôt 12-15 ans, le retour sur l'investissement. Une serre en agronomie aujourd'hui, une serre de tomates, une serre de n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est les objectifs de l'année prochaine. Et bien sûr, en fait, une fois qu'on a prouvé cette profitabilité, en réalité, scaler et développer et de ça s'étendre en fait en Europe. On a des villes en planification d'ouverture, bien sûr. Tout ça, on le prépare avec nos industriels pour justement appuyer sur le champignon au bon moment. Alors justement, je vais diverger un petit peu de la technique pour parler un peu plus business. Aujourd'hui, c'est quoi votre modèle? Ceux qui opèrent les containers, est-ce que c'est des franchisés? Est-ce que c'est des employés? Est-ce que c'est eux qui doivent vendre eux-mêmes leur production? Est-ce que c'est vous qui les récupérez pour les vendre? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on exploite nous-mêmes les containers. On exploite les fermes, on exploite toute la production nous-mêmes. C'est des salariés agricoles. D'accord. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Déjà, on veut vraiment créer une marque de fruits et légumes. Donc, en fait, on veut maîtriser encore une fois cette chaîne de valeur complète. Et on ne veut pas perdre d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours en apprentissage. Je pense qu'on le sera toujours. Mais on est vraiment en collecte en permanence d'informations et de données. En disant,
l'exploitation de ça, c'est pas optimisé. Je me cogne la tête quand j'ouvre le placard, je dis n'importe quoi. Ou alors, je trouve que j'ai une perte de rendement en bas à droite parce que en fait, quand je passe avec mon chariot, je cogne les plans. En fait, tous ces feedbacks-là, on a vraiment envie de les collecter aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est des salariés agricoles qui exploitent les fermes. Le modèle, c'est que pourquoi pas à terme que ce soit un modèle de franchise. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on a vraiment envie de se concentrer sur ce modèle-là. Et du coup, en fait, on a un modèle de distribution. On travaille avec Monoprix, principalement. On travaille avec la grande épicerie et d'autres boutiques en ligne, par exemple. Mais on travaille un système de concession. En fait, on est directement en magasin, mais c'est notre meuble, c'est notre display. Donc, en fait, on a une liberté totale sur la manière dont on va displayer nos produits. On a un travail sur le packaging très particulier. On va pouvoir faire des animations en magasin. On a une grosse partie d'éducation à faire. C'est pas intuitif ce qu'on fait. Il faut expliquer aux gens, il faut montrer, il faut ouvrir. Donc, on fait beaucoup de portes ouvertes, par exemple, pour sensibiliser en fait les personnes sur ce qu'on fait. Donc d'un point de vue business, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un modèle de distri. On n'a pas voulu réinventer la roue sur le modèle de distribution. Par contre, on a fait un twist avec ce modèle de concession qui nous permet d'avoir de la liberté. Et en fait, les gens qui récoltent, c'est les gens qui mettent en rayon, entre guillemets, c'est d'avoir un humain à chaque étape de la chaîne. On veut pas on a vraiment une philosophie d'accompagnement technologique plutôt que de remplacement. C'est une conviction aussi très personnelle, mais dans tous les développements technologiques qu'on a, on ne vise pas à remplacer l'humain, mais plutôt à l'assister. C'est-à-dire qu'on remplace les actions pénibles. Il faut remplacer les actions répétitives. Quelqu'un qui se casse le dos toute sa vie, il faut le remplacer. Par contre, l'œil humain, on ne le remplacera jamais. Le contact dans un magasin avec quelqu'un, on ne le remplacera jamais. Voilà. Cette relation entre le producteur et la production et client, elle est essentielle pour nous et on veut la conserver. Donc ça fait partie aussi du modèle. Et donc, combien de fraises sortent tous les jours? Quels sont les autres produits que vous faites et où est-ce qu'on peut les trouver à Paris? Ouais. Alors aujourd'hui, donc ça va scaler pas mal là, dès le début d'année, parce qu'en fait aujourd'hui on a à peu près 5 monoprix ouverts sur Paris. On va passer à plus d'une vingtaine dès le premier trimestre, tout simplement parce qu'en fait on est en train de déployer ces fermes et donc en fait la production scale. Donc aujourd'hui, je dirais, il y a une 150 barquettes qui sortent tous les jours de cette ferme de fraises toute l'année. Et en parallèle de ça, donc il y a les herbes aromatiques qui ont démarré en octobre. Donc on s'est concentré sur 4 variétés basilic, persil, coriandre, basilic Marseille et basilic citron. Et donc le but en fait, c'est de réintroduire au fur et à mesure d'autres produits. Donc tout le monde nous demande la tomate, mais on fera de la tomate un jour, promis. C'est dans les tuyaux, mais on veut bien le faire. Donc on veut prendre le temps de bien le faire. La fraise, en fait, on s'est rendu compte, je n'en ai pas parlé, mais que c'était très compliqué de faire de la fraise. Hein. Et c'est ça, en fait, notre valeur ajoutée aujourd'hui, c'est que qui peut le plus, peut le moins. La fraise, c'est énormément complexe. C'est très sensible. C'est une plante, on part d'un plant, il faut l'amener à la floraison, il faut le polliniser. On a des bourdons, on gère les bourdons dans le conteneur. On compte le nombre de bourdons, on a une chatière connectée dans le conteneur. Il y a eu 9 mois de recherche pour savoir combien de bourdons il fallait par fleur. Parce qu'en fait, si vous surpollinisez un conteneur, vous allez déformer les fleurs et pas avoir de fruits. Si vous le sous-pollinisez, vous allez avoir des tout petits fruits, pas assez de développement. Si vous mettez trop d'humidité, les bourdons ils se mouillent les ailes, ils tombent. Enfin, je vous raconte pas le délire, mais donc gérer la pollinisation dans un environnement contrôlé, gérer parfaitement le climat. Donc quelques métriques, mais aujourd'hui sur 60 mètres cubes, on gère le climat au demi-degré près et à moins de 3% de delta d'humidité dans chaque point de 60 mètres cubes. Donc c'est quand même c'est vraiment très précis. Une salle blanche sur des critères de salle blanche sur des particules, c'est l'équivalent d'un point de vue température. On donne souvent cette comparaison-là. C'est que si on devait maîtriser la température de manière aussi parfaite que ce que fait une salle blanche sur les particules, c'est du même ordre. Donc c'est très précis parce que en fait, le moindre demi-degré supplémentaire de décalage provoque un décalage de maturité dans l'environnement et du coup, en fait, la recette ne sera pas adaptée pour ces différents stades phénologiques, par exemple. Donc en fait, en faisant la fraise, on a découvert qu'on a dû maîtriser la lumière, le climat, la régulation, l'automation, la pollinisation et finalement, pour faire du basilic, c'est de l'eau et de la lumière. Donc là, les attentes, elles sont beaucoup plus basses. Et en fait, on s'est rendu compte que en 2 mois, c'était développé alors qu'il nous avait fallu 3 ans pour la fraise.
Et en fait, ces apprentissages-là, on les met à disposition de d'autres produits aujourd'hui. Et le basilic, c'est quand même une prouesse de se dire, bah, voilà, j'ai un basilic frais tous les jours, sans pesticides, c'est aussi l'avantage, qui est poussé à côté de chez moi, qui n'a pas parcouru 50 km, 100 km en voiture, qui a poussé juste à côté et qui m'est livré tous les jours frais. Et c'est ça la promesse d'Agricool, c'est que si vous allez dans un store, les fraises que vous trouvez, elles ont moins de 24 heures. C'est la promesse qu'on fait, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est que c'est récolté le matin, c'est vendu l'après-midi ou le lendemain matin. Et on fait ça tous les jours et on garantit justement cette ultra fraîcheur de produits qu'on ne pourra pas avoir ailleurs. Je vais revenir un petit peu sur l'organisation tech. Parce que tu parles de plein de paramètres différents, de plein de logiciels, de plein d'objets, etc. On est sur de la précision de dingue, mais on a l'impression que ça s'est bien passé, alors que j'imagine qu'il y a dû avoir plein de ratages. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelques gros screw-up que vous avez fait, quelques gros foirages? Ah oui, moi il y en a eu plein. C'est très difficile, hein. Je pense que les gens sous-estiment beaucoup encore une fois l'équipe et l'information dans une boîte. Alors je pense que c'est peut-être plus ou moins vrai, j'ai pas 50 ans d'expérience dans le domaine entrepreneurial, en tout cas dans ce style de boîte. Par contre, oui, je pense que l'information et l'équipe, c'est indispensable. Et on en a eu plein des couacs. Au début, donc si on se remet dans le contexte, imaginez-vous, vous allez à Castorama et vous dites, bon, bah, je vais construire un conteneur qui produit des fraises. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut irriguer. Ok, donc il nous faut une pompe avec un programmateur mécanique parce que bon, on va pas coder un truc tout de suite. On sait même pas ce qu'on a besoin. Donc tu vas chercher les technos sur étagère en premier. Puis après, tu te dis, bon, bah ok, mais en fait, les clims dans le commerce, elles vont jusqu'à 10, 16 degrés, même pas, elles vont jusqu'à 16 degrés. Et puis si tu mets des LED dans le conteneur, ça chauffe. Bah, du coup, il va faire 21. Ah ouais, d'accord, il faut arriver à combien? 8 degrés. Ah ouais, ça va être compliqué. Donc, découvrir un peu les contraintes techniques, je caricature un peu, et ensuite de se dire, bah, il faut que le container fonctionne. Quand on dort, ça paraît con, mais un uptime 100%, je peux te dire que les problèmes, ils arrivent forcément quand tu dors. Ils arrivent forcément à 3h du mat, ils arrivent à minuit, et puis en fait, tu vas dépanner le conteneur à minuit, puis en fait, tu es tellement fatigué que tu oublies de rebrancher les pompes quand tu sors, donc en fait, 2 heures plus tard, tu es obligé d'y retourner. Donc il y a eu beaucoup d'humains au début, puisqu'en fait, rien n'était automatisé. Et surtout, ce qu'il faut se rendre compte avec la fraise, c'est que c'est un cycle de 3 mois. C'est-à-dire qu'on prend le plant, on part pas de la graine, on part d'un plant avec nos pépiniéristes quand même, mais on le plante dans le container et c'est 3 mois de cycle. Il y a 2 mois de végétatif et de floraison et 1 mois de récolte. Mais si vous foirez un truc au bout d'un mois, ça ne sert à rien. Il faut déplanter et arracher. S'il y a une erreur dans le cycle, ça ne sert à rien d'attendre les fruits, le fraisier vous le fera subir. Et ça a été un gros shift technologique. Ça, c'est je pense un exemple qui résume. C'est que donc on travaille en hydroponie. Donc j'en ai pas parlé, mais le principe de l'hydroponie, c'est qu'on approvisionne les plants en eau et en nutriments via l'irrigation. Donc en fait, la base de l'hydroponie, c'est d'avoir un substrat qui sert mécaniquement en fait pour retenir le plant, et on approvisionne en eau et en nutriments via ce substrat. Et à un moment donné, il y a 2 ans et demi, on est passé en aéroponie. Donc là, en fait, c'est une forme d'hydroponie, mais sauf qu'en fait, vous enlevez le substrat. Donc vous êtes à l'air libre. Ça s'est jamais fait. On a déposé un brevet d'ailleurs dessus. Ça s'est jamais fait pour de la fraise. Et en fait, pourquoi ça s'est jamais fait? C'est que c'est très compliqué à gérer, puisqu'en fait, vous n'avez aucune rétention d'eau, par exemple. Donc le moindre problème, mécanique, électrique, et que en fait, vous asséchez le plant pendant 1 heure, bah, vous pouvez tout jeter. Et ça nous est arrivé, mais ça nous est arrivé plein de fois. Et pour des raisons à chaque fois, tu te dis, mais ça va pas arriver. Bah si, ça arrive. Attends, moi, mes conditions de déclenchement d'algorithmie, c'est s'il y a Jean-Paul qui appuie sur un bouton et que Patrick, il a oublié d'activer ça se déclenche. Ah ouais, mais j'avais pas pensé que dans le cas 27, si en réalité quelqu'un ouvre quelque chose en parallèle, ça désactive tel sensor, du coup. Voilà, et ça, on en a eu plein. Et c'est par cet apprentissage on dit souvent pied dans le tapis, parce qu'on va très vite, il faut se rendre compte qu'on allait très très vite. On a itéré, c'était une stratégie que moi j'ai eu dès le début, c'était un peu, je pense, ce passif de l'A/B testing un peu entrepreneurial. C'est-à-dire que je pense que si j'avais un background PhD en biologie,
je pense que j'aurais pas du tout abordé de la même manière. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, on s'est dit, bon, on a levé 4 millions, qu'est-ce qu'on fait? La question, quand même, il y a des stratégies différentes. On aurait pu très bien se dire, bon, on va se mettre autour de la table pendant 9 mois et on va réfléchir à quelque chose. Donc, on va designer, on va faire nos métriques, on va faire un bureau d'études. Ou alors, on peut faire des itérations tous les 2 mois. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et avec le recul, je pense que c'était la meilleure décision qu'on a prise au début. C'est que plutôt que phosphorer les idées et de se dire, bon, j'aimerais bien faire ça, je vais consulter un BE, je vais faire mes calculs de thermo. On a fait beaucoup de calculs. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a une phase de, OK, maintenant on passe au concret, on n'a pas le choix. On doit aller à Leroy Merlin acheter la liste demain et ben voilà, on doit faire quelque chose. Ben, le fait de pouvoir provoquer ça, ça nous a forcé à être pragmatiques. Ça nous a forcé à créer des technologies simples au début. Et au bout d'un moment, en fait, quand on crée plein de technologies simples, bah, vous savez, hein, on crée des briques indépendantes, ça manque de cohésion, donc à un moment, tout tombe par terre. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a construit quelque chose, mais les bases n'étaient pas saines. Ça, on l'a refait en soft. Encore au mois de juin, on a réécrit 80% du code, pour donner un ordre d'idée, hein, il y a à peu près 6 mois. Puisqu'on a changé toute l'architecture. Et au début, en fait, on avait développé Agricool pour faire de la fraise. Je vous donne souvent cet exemple. Mais en fait, parce que c'était beaucoup plus simple de faire de la fraise déjà à l'époque, plutôt que de se dire on va tout faire. Et aujourd'hui, on a développé un soft qui est capable de tout faire. Donc, c'est-à-dire en fait avoir toutes les recettes possibles, avoir une modularité totale. Donc, dans la ferme, je vous ai parlé de 8 zones de production, mais elles sont complètement indépendantes. Vous pouvez faire de la fraise, du basilic, de la tomate, ce que vous voulez. Donc, on a dû réécrire toute cette architecture et on a réécrit 80% du code au mois de juin. Donc voilà, des fois, les petits pansements sur la jambe de bois, au bout d'un moment, bah, il faut tout jeter et recommencer. Et je pense qu'il faut avoir cette lucidité-là de se dire, bon, là, stop, on prend 2 mois, on n'a pas le choix, mais on recommence. Et ça, je pense que c'est de plus en plus dur à le faire. Et je pense qu'il faudrait toujours garder ça. C'est-à-dire d'avoir la lucidité de se dire, bon, ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus, c'est nul, on arrête. Et je pense qu'on le fait, mais parfois trop tardivement, encore aujourd'hui. Hein. C'est difficile hein, de dire, bon, bah, y a 50 personnes qui ont bossé pendant 3 mois dessus, mais là, il faut se dire stop. Enfin, stop. C'est allé trop loin, c'est pas efficace, c'est pas rentable, on arrête, on recommence quelque chose d'autre. Parce que ça, c'est facile au début, quand tu es 4 et que tu as 200 € sur le compte. Mais quand on est 50 et qu'il y a 7 millions de budget pour la R&D, voilà, c'est là où je pense qu'il faut être lucide. Mais voilà, mais il y a plein d'exemples de pieds dans le tapis, plantation à 3 h du matin, ouais, des chiens sur un terrain qui sont venus nous mordre parce qu'on intervenait. On pourrait écrire un bouquin de blagues, je pense. On était sur le terrain de vente privée. On était sur le terrain de vente privée. On avait un conteneur pour vente privée en face du Stade de France. Et on alimentait en fait les salariés de vente privée. Et ils avaient décidé de mettre des chèvres aussi sur le terrain pour manger les friches en fait. Et nos cultivatrices, en plus, c'était des filles, elles avaient peur des chèvres et les chèvres leur fonçaient dessus. Donc c'était très drôle. Voilà, ça c'est un exemple de what the fuck, mais. Tu parlais il y a quelques instants du fait que vous avez réécrit 80% du code au mois de juin. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur comment vous êtes organisé dans l'équipe tech? Est-ce que vous faites de l'agile, par exemple? Est-ce que il y a combien de personnes par équipe? Est-ce qu'il y a des managers? Est-ce que vous faites des releases? C'est quoi un peu votre organisation? Est-ce que vous avez des religions sur ça? Ouais. Alors, l'organisation, c'est un bon point. Je pense qu'on a changé d'organisation tous les 6 mois chez Agricool. Pas les seuls. Je pense première année, ouais. Première année, je pense que c'était par manque d'expérience, mais on aurait dû changer peut-être encore plus souvent. Mais au début, ça posait moins de problèmes. Mais je pense qu'on a changé tous les 6 mois d'organisation, parce que comme la boîte a grandi, bah, ça marche plus. Au début, quand tu es 10, tu peux crier au milieu de la table, ça marche. Pour te faire entendre, j'entends crier sans se figurer. Et en fait, au bout d'un moment, ça marche plus, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont dans une autre salle et t'entendent pas. Et donc, du coup, pour la gestion des projets, au début, on était organisé, je fais juste cette petite parenthèse, c'est intéressant, on était organisé par métier. Tu vois, je t'ai parlé d'agronomie, d'ingénierie, de software, mais en fait, c'est une déformation professionnelle. Je ne devrais plus parler de métier, mais de produits. Ça, on a eu ce shift il y a à peu près 1 an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de produits crops, de produits growing system, donc système de culture, et automation. Parce qu'en fait, dans automation, il y a du software, mais de l'ingénierie, de l'IoT. Les deux sont très liés.
Et donc, du coup, tout l'enjeu, c'est d'avoir une cohérence de projet et un reporting métier efficace. Donc, nous, en fait, comment on est organisé? Déjà, il y a deux career ladder possibles chez Agricool, c'est manager ou expert. Quand on dit expert, c'est individual contributor, c'est pas de management. On a vraiment voulu séparer les deux parce qu'on pense que les deux sont possibles et on ne veut pas forcer les gens à faire du management pour monter dans une boîte. Ça, c'est hyper important. Je trouve qu'on force trop les ingénieurs à faire du management pour monter. Quand je dis monter, c'est hiérarchiquement, responsabilité, etc. Nous, il y a les deux cas. Donc, il y a des managers qui sont au même niveau que des experts dans la boîte. Déjà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on fait beaucoup de reporting fonctionnel. Donc, souvent, quand on pense que quand on a un manager, on lui reporte. Mais en fait, nous, on a aussi des reporting fonctionnels au métier. C'est-à-dire, par exemple, en soft, le manager de, par exemple, toute cette partie embarquée ou IoT, ce product owner, donc le PO Automation, c'est un chef de produit sur l'automation, il a 5 personnes qui lui reportent, d'un point de vue managérial, mais par contre, il n'a pas les compétences techniques pour les challenger sur leur sujet. Tu ne peux pas être expert de l'IoT, du back-office, du back-end. Enfin, tu ne peux pas être expert de tous les sujets, de tous les langages, encore moins en soft, vous le savez très bien. Donc, du coup, en fait, on organise des reporting métiers en fonction des personnes les plus influentes sur le sujet. Donc, par exemple, on a une personne chez nous qui a beaucoup d'expérience sur cette vision produit plus globale, donc full stack, plus de cohésion sur la définition d'un besoin, plus de rapports consumer aussi, plus de rapports sur l'utilisation. On a une autre personne qui est plus sensible à l'UX et au design, qui a une sensibilisation sur les interfaces et surtout leurs usages. Et donc, en fait, ces personnes-là vont avoir des reportings fonctionnels avec toute l'équipe. Mais que tu sois en opération, que tu sois en agro, si tu as besoin d'avoir une connaissance sur ce sujet-là, tu seras en reporting technique avec cette personne. Donc, c'est un peu matriciel, mais du coup, verticalement, vous avez le management. Verticalement, vous avez aussi les individuels contributeurs, ce qu'on appelle nous les directeurs techniques. C'est les personnes les plus hautes dans la connaissance chez nous. Et en transversal, vous avez un reporting fonctionnel qui vous permet d'avoir de l'organique. C'est ça qu'on perd souvent quand la boîte a grandi. C'est qu'on aime bien quand on est 4 taper sur l'épaule du mec à côté de soi et lui dire je n'ai pas compris, tu peux m'expliquer? Ça, il faut réussir à le conserver. Je pense que c'est ce qui fait gagner à la fin de la journée. En fait, l'organique, c'est fou, mais le process, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et je pense que parfois, on s'est aussi trompé à mettre trop de structure et on a perdu cette organique, on a perdu cette intelligence. Et là, aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus stable. Mais on est revenu un peu en arrière parfois. On a enlevé de la structure pour garder de l'organique et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, sur l'organisation purement dans l'équipe, par exemple, soft, il y a de l'agile. On se sert de plusieurs outils. On se sert de Trello, par exemple, pour suivre. Ça marche bien. C'est un outil au début, qu'on avait généralisé à la boîte, mais qu'on a arrêté, par exemple, en agronomie ou en ingénierie, mais qu'ils ont gardé en soft. Parce qu'en fait, c'est ce côté, justement, méthode un peu agile, mais aussi ce côté, il y a un display de ce que je fais, il y a un transfert de tâches. C'est-à-dire que le soft, ça ne se micromanage pas. Je dis des clichés, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va micromanager chez nous. On donne beaucoup d'ownership. Et en fait, il y a une obtention de résultats, une cohérence de roadmap. C'est un peu le jalon, le trait rouge. Mais ensuite, oui, il y a des reviews de code, il y a on travaille beaucoup sur GitHub, forcément, pour tout ce qui est comment et pour faire les reviews. Donc, c'est Trello, Git directement. Et bien sûr, après, on a des docs plus personnels, mais ça, je pense que c'est propre à chacun. Ma dernière question avant de laisser la main aux étudiants pour qu'ils puissent te poser des questions aussi, c'est sur les prochaines années, c'est quoi les gros challenges tech qui vous attendent sur les prochaines années? Tu as parlé d'augmenter la gamme de produits de Crops, mais c'est quoi les autres challenges tech qui vous attendent? Alors, les autres challenges tech, il y en a plein. Surtout qu'en fait, à chaque fois, on en découvre des nouveaux. On en découvre des nouveaux. Donc voilà, sur la partie agronomie, je ne vais pas m'étendre parce que c'est assez logique, entre guillemets, c'est cette ouverture de gamme de produits. Petite précision, ce qui est important aussi, c'est l'ouverture de variétés. C'est-à-dire que là, on a fait la fraise, mais le but, c'est d'avoir 10 variétés de fraises. Parce que c'est aussi une volonté de mission, c'est qu'on veut ramener de la diversité à travers les variétés, pour ne pas standardiser un modèle et se dire on va l'appliquer partout dans le monde.
Parce qu'en fait, les goûts, on le voit par exemple à Dubaï, hein, ou en Asie, les goûts des fraises en Asie, c'est pas les mêmes qu'en Europe, c'est pas les mêmes qu'en France. Donc on veut créer de la diversité. C'est le premier point. En partie growing system, ça va être on pourrait imaginer plein de technologies qui ne sont pas aujourd'hui opérationnelles. Il y a des gens qui nous parlent de robots de récolte pour récolter les fraises, par exemple. Automatiser la récolte. Nous, on pense que c'est très, très, très long terme. Moi, je ne le vois pas avant 10-15 ans, ce truc-là. Et qu'en fait, en attendant, on va développer beaucoup plus de technologies d'assistance. Je parlais de vidéo reconnaissance tout à l'heure. Et un gros shift de la boîte dans les prochaines années, c'est non pas de réguler les recettes en fonction des métriques physiques. Donc je m'explique, c'est ne pas réguler la recette en fonction de la température, de l'humidité dans l'air, etc. Mais de réguler les recettes en fonction du vivant. Et alors ça, c'est-à-dire en fonction de comment se comporte la plante. Comment la plante elle transpire, comment elle respire, comment elle produit, quelle est la couleur de ses fruits, quelle est la colorimétrie de ses feuilles. On sait en fonction de l'intensité du verre, on peut déterminer le niveau d'azote d'un plant par exemple. Enfin, il y a plein de technologies qui sont basées sur de l'asservissement végétal et biologique, qui sont extrêmement compliquées à mettre en place, mais en fait qui sont complètement l'avenir, puisque en fait vous serez capable d'optimiser vos ressources. Le but du jeu, c'est de produire plus en consommant moins. Ça a toujours été le cas. Et donc, par exemple, sur l'électricité, nous, on simule un lever et un coucher de soleil. Hein. Enfin, on simule une journée et une nuit dans le container. Quand vous voyez les serres hollandaises, pour info, hein, qui éclairent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une aberration physiologique. Parce qu'en fait, les plants ont besoin de nuit. Hein, c'est pas... Ou alors, c'est... Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment besoin de nuit dans le container. Donc, on ne produit pas 24 heures sur 24 à balle, en éclairage. Mais du coup, voilà, c'est de la vidéo reconnaissance, de la collecte de données, c'est de la précision. On a un projet aussi à plus long terme qui est de faire un modèle, un simulateur en fait de modèle. C'est-à-dire que plutôt que de faire un test de 3 mois, est-ce qu'on peut le mettre dans ce simulateur et nous faire le résultat? Donc ça, c'est plus long terme, mais ça serait un gain phénoménal et surtout une meilleure compréhension du végétal. Et comprendre les interactions végétales, on est capable de mettre des fusées dans l'espace, mais on ne sait toujours pas expliquer exactement ce qui se passe dans le vivant, dans une plante, à tout niveau. Donc il y a plein de mécanismes physiologiques qu'on ne maîtrise pas encore, qui sont très exploratoires, et il y a encore beaucoup à faire de ce point de vue-là. Voilà. Et sur la partie purement soft, il y a énormément de travail sur l'accompagnement du service encore, donc tooling, interface, appli. On fait beaucoup d'applis pour nous. Et demain, si tu parlais de franchise, il faut une appli pour les franchisés, il faut du suivi, un système d'accompagnement plus global. Top. Merci beaucoup, Guillaume, de tout ça. C'était super intéressant. Je vais arrêter l'enregistrement et je vais laisser la main aux étudiants.